Anne-Laure Bonze, vous êtes près de Manchester pour BFM TV. Antoine Forestier est toujours à Toulouse. Je vais débuter avec vous, Antoine. Alex a aujourd'hui 17 ans. Il a donc refait surface cette semaine sur une route de Haute-Garonne, en pleine nuit, prise en charge par un étudiant en autostop. Et après des années d'une vie de nomade dont on commence à découvrir à la fois l'ampleur et le visage. Oui, c'était entre 2017 et encore tout récemment, en 2023, donc 6 ans passés au total entre le Maroc, l'Espagne et la France. A priori, à peu près 2 ans ici en France, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude et dans l'Ariège, au sein d'une communauté itinérante spirituelle. C'est comme ça qu'il décrit ces gens avec qui il a passé tout ce temps, une dizaine de familles environ, avec différentes nationalités, des Espagnols, des Canadiens notamment, des Indiens, voilà ce qu'il a dit aux enquêteurs, une communauté qui vivait en autonomie. Alors pour se nourrir, ils avaient notamment des potagers pour avoir de l'électricité. Il y avait des éléments photovoltaïques qui leur servaient d'avoir un petit peu d'énergie. Ils faisaient du covoiturage pour se déplacer et puis des petits travaux chez les habitants où ils se trouvaient pour tenter de gagner leur vie. Son grand-père, qui avait participé à cet enlèvement il y a maintenant 6 ans, serait décédé il y a 6 mois et sa mère, très récemment, lui a indiqué qu'elle comptait continuer son parcours jusqu'en Finlande. Et ça a été une sorte de déclic pour cet enfant de 17 ans qui s'est dit qu'il ne souhaitait plus suivre cette communauté. Il a donc fui il y a maintenant environ une semaine et retrouvé sur le bord de la route par un automobiliste non loin de Toulouse. Il va donc probablement regagner l'Angleterre aujourd'hui ou demain. Ce que l'on sait, c'est que l'enquête, elle va continuer côté anglais parce que c'est eux qui gèrent cette enquête, avec notamment l'intention pour les policiers anglais de retrouver sa mère, probablement donc en Finlande. Mais l'enquête, elle continue également côté gendarmerie parce que les gendarmes français, eux, ils vont s'intéresser à cette communauté dans les 3 départements que je vous citais tout à l'heure et savoir notamment s'il n'y a pas eu de dérive sectaire. Merci beaucoup Antoine, avec Julien Roland à Toulouse, direction Manchester, la banlieue de Manchester avec Anne-Laure Bonze. On le disait évidemment, cette scène que tout le monde attend, les retrouvailles entre Alex et sa grand-mère, ce sera aujourd'hui mais peut-être plus probablement demain. Oui, tout à fait. Encore une question d'heure avant que Alex Batty ne soit enfin réuni avec ses proches et surtout avec sa grand-mère, Suzanne Caruana, qui vit ici à Oldman, une petite ville de la banlieue de Manchester. Des retrouvailles qui sont très attendues parce que, Suzanne n'avait pas eu de nouvelles de son petit-fils depuis près de 6 ans, date à laquelle il a été enlevé par sa mère. Suzanne, sa grand-mère, avait sa garde et elle n'avait donc pas eu signe de vie de son petit-fils depuis cette date. Chaque année sur Facebook, elle publiait le jour de son anniversaire un message en demandant un signe de vie, en espérant qu'il allait bien. Alors vous vous en doutez, son émotion lorsqu'elle a découvert un message Facebook il y a 2 jours, celui de son petit-fils. Bonjour grand-mère, c'est Alex, je suis en France à Toulouse, je t'aime, j'espère que tu vas recevoir ce message et je veux rentrer à la maison. C'est ce qui va se produire dans quelques heures, on l'espère. Elle a pu échanger avec Alex par téléphone et par vidéo. Nous avons pu parler, discuter rapidement hier sur le pas de sa porte. Elle est évidemment très émue et fatiguée par toute cette émotion. Elle nous décrit cet appel comme si c'était un rêve, c'était incroyable. Elle ne souhaite pas pour l'instant parler à la presse parce qu'elle a encore du mal à réaliser la nouvelle, mais elle attend patiemment le retour de son petit-fils Alex Batty, dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis près de 6 ans. Ses proches espèrent que Alex va bien et qu'il va revenir psychologiquement. Ils espèrent que tout s'est bien passé, même si cette épreuve pour sa grand-mère a forcément changé son petit-fils. Merci beaucoup Anne-Laure, avec Joao Alencar pour BFM TV. Justement, on va parler de l'ensemble de ces aspects avec Benoît Jude, détective privé spécialisé dans le cas d'emprise mentale et de dérive sectaire. Rebonjour. Et Yana Wasserstein, bonjour, psychologue. Comment on explique que cet enfant qui est donc kidnappé, qui disparaît, il y a des doutes sur le fait qu'il soit parti au Maroc avec sa mère et sa grand-mère, et il vit au fil de l'eau, dans cette vie nomade, certes dans des mouvements qui sont un peu hors normes, mais qui sont visiblement identifiés, qu'on arrive à localiser, et il n'y a pas de moyen à la fois de le trouver, et il y a le risque de dérive sectaire. Entre le détective privé et le spécialiste des cas d'emprise mentale et des dérives, comment vous mettez le curseur entre ce qui n'a pas été fait et le résultat de cette situation 6 ans plus tard? Alors moi, pour repréciser, le caractère emprise mentale, en fait, je le relie aux dérives sectaires dans le sens où le premier critère de la Miviludes sur une dérive sectaire est qu'il y a
ce qu'elle appelle la déstabilisation mentale, qu'on peut appeler emprise mentale, ou bien au sens pénal, suggestion psychologique. Là, ça va être encore une fois tout le travail des forces de l'ordre, donc à voir comment ils vont se mettre en adéquation avec les policiers britanniques pour arriver à remonter le fil du quotidien de ces gens-là au sein de cette communauté. On a entendu parler, il commence à y avoir certaines thématiques qui rejaillissent autour de croyances spirituelles, peut-être éventuellement complotistes, on verra. Il y a une forme d'organisation clairement de ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas... votre expert sur place, votre journaliste sur place a bien cité voilà, les panneaux solaires, ce genre de trucs. Ils essaient quand même de s'organiser sur place d'une manière un petit peu cohérente. À voir jusqu'à quel point on peut considérer qu'ils déroulent un discours qui peut répondre aux critères de la Miviludes et éventuellement correspondre à une dérive sectaire. Soustraire son enfant à la vie classique, la vie scolaire, la vie sociale, ce n'est pas une dérive sectaire, ce sont d'autres éléments qui peuvent prouver cette dérive sectaire, au sens de la Miviludes notamment. Soustraire son enfant du système scolaire classique n'est pas systématiquement évidemment une dérive sectaire, mais c'est quand même ce qu'on appelle un red flag. Voilà, c'est quand même un signal d'alerte. Dès l'instant où quelqu'un souhaite échapper à l'obligation d'instruction, encore une fois pas de scolarisation, c'est bien une obligation d'instruction qui existe en France, on peut présupposer peut-être qu'il y a une démarche prosélyte derrière, c'est-à-dire un rejet de l'école de la République et éventuellement du coup une forme de discours antisocial. Ça nécessite qu'il y ait des vérifications en tout cas derrière pour voir justement ce qui a été porté en termes de discours. Ilana Weissenstein, comment on se remet de 6 ans d'une vie hors norme, à l'écart de l'autre, avec le sentiment, puis c'est ce qu'il dit, j'ai été kidnappé par ma mère. Donc c'est-à-dire qu'il a cette conscience-là quand il retrouve la liberté. Il réapprend à vivre. Parce que le principe justement de cet enfermement, c'est l'absence de discernement, de libre arbitre et surtout de l'existence du monde réel. L'idée, c'est de se couper de ce monde dans certains fantasmes pour accéder à une vie avec peut-être un mieux-être spirituel ou psychologique. Je t'ai parce qu'il dit quelque chose d'intéressant. Ce qu'il explique, c'est qu'a priori, il s'est enfui parce qu'il ne voulait pas suivre sa mère en Finlande et il dit à cet autostoppeur, cet étudiant, en gros, j'ai le droit aussi à une vie normale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas été à ce point-là isolé de ce qu'est une vie normale, ou est-ce qu'il a cette espèce de lucidité qui était ancrée d'une vie normale avant son enlèvement à 11 ans? Justement, avant l'enlèvement, il a vécu pendant 11 ans quand même dans une vie normale. Et dans une vie normale, en fait, il y a des moments de bonheur et puis il y a des moments de souffrance. Donc il y a des moments où on doit fournir des efforts. Et le principe même de l'enfermement de la secte, c'est cette idée qu'on va nier l'existence de la souffrance. On va faire croire aux gens qu'enfin, ils vont pouvoir aspirer à tous leurs fantasmes les plus profonds et vivre une vie totalement... Une sorte de bulle de bonheur. Exactement. Et il n'y a pas visiblement, là encore, avec les précautions qui sont nécessaires, il n'y a pas visiblement le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas proche des gens qu'il a fuis. Il se sent plus proche de celle qui est sa tutrice légale, sa grand-mère, qu'il n'a pas vue depuis 6 ans. Ça dit quelque chose de ce qu'il est ou de la vie qu'il a pu mener? Alors peut-être qu'il l'a eu au début, mais quand à un moment donné, il s'est rendu compte que justement, il ne pouvait plus avoir de contact avec l'extérieur, les choses ont tourné. En fait, ça prouve surtout sa résilience, sa capacité à surmonter les épreuves et à avoir du discernement. Benoît Jude, 4000 signalements chaque année à la Miviludes. La présence sectaire, le danger sectaire en France, il est illustré par ce type d'événement ou alors il est complètement différent? Alors déjà, il ne faut pas oublier que 4000 signalements, c'est un chiffre de 2021. Je ne pense pas que ça ait baissé depuis. Oui, on n'a pas les chiffres évidemment toujours au moment. On doit, peu importe, hein, c'est des milliers de signalements, sans doute plus proches de 5000 que de 4000. Alors, je dirais la dérive sectaire se masque sous tout un tas d'aspects, c'est-à-dire que les gens ont cette sensation qu'une secte ressemble à vraiment le schéma classique pyramidal qu'on peut imaginer, mais encore une fois, la Miviludes ne recherche pas à identifier des sectes, c'est pas son travail. Ce qu'elle recherche à identifier, c'est des dérives sectaires, et une dérive sectaire peut se masquer derrière une personne, peut se masquer derrière un réseau social alternatif. Ça prend vraiment c'est protéiforme, c'est vraiment multiples visages. Donc oui, il y a un réel problème, en tout cas actuellement, je pense, de prise de conscience des pouvoirs publics autour de cette thématique-là, qui n'est pas que française, qui est européenne, même sans doute mondiale, mais en tout cas au niveau européen, on doit pouvoir agir. Et la Miviludes ne bénéficie clairement pas aujourd'hui de suffisamment de moyens humains, financiers, et puis j'allais dire sur le terrain, de relais au niveau des enquêteurs, etc., pour pouvoir agir efficacement face au flot qui a été clairement
renforcée par la période de la crise sanitaire qui était déstabilisante pour tout le monde, on peut le comprendre. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau à la fois pour évoquer les dérives sectaires et ce danger, et par les images d'Épinal Kopar et les conséquences psychologiques. Merci.